Chapitre 35 de Don Quichotte lu par Jean-Philippe Joly. Chapitre qui traite de l'effroyable bataille que livra Don Quichotte à des outres de vin rouge et où se termine la nouvelle du curieux malavisé. Il ne restait que peu de pages à lire de la nouvelle lorsque tout à coup, du gâtelas où couchait Don Quichotte, Sancho Panza sortit tout effaré en criant à pleine gorge. Au secours, Seigneur! Au secours! Venez à l'aide de mon Seigneur, qui est engagé dans la plus formidable et la plus sanglante bataille que mes yeux aient jamais vue. Vive Dieu! Il a porté un tel revers au géant ennemi de madame la princesse Micomicona, qui lui a tranché la tête et rasibus des épaules, comme si tu étais un navet. Que dites-vous là, frère? S'écria le curé, interrompant sa lecture. Avez-vous perdu l'esprit? Comment diable serait-ce possible, puisque le géant est à plus de 2000 lieues d'ici? En ce moment, un grand bruit se fit entendre dans le taudis de Don Quichotte, et sa voix par-dessus le bruit. « Arrête, larron !» s'écria-t-il. « Arrête, félon, bandit, détrousseur de passants! Je te tiens ici, et ton cimeterre ne te sera point à rien !» Puis on entendait résonner les coups d'épée qui tombaient sur les murailles. « Il ne s'agit pas, reprit Sancho, de rester là, les bras croisés et l'oreille au guet. Entrez bien vite, séparez les combattants ou secourir mon maître. Encore n'a-t-il pas grand besoin, et sans doute le géant est mort à l'heure qu'il est, et rend compte à Dieu de sa mauvaise vie passée. Car j'ai vu le sang couler par terre et la tête coupée, qui roulait dans un coin, grosse, par ma foi, comme une grosse outre de vin. Que je sois pendu, s'écria aussitôt le tellier, si Don Quichotte ou Don Diable m'a donné quelques coups d'estoc au travers d'une des outres de vin rouge qui sont rangées toutes pleines à la tête de son lit. Et c'est le vin qui en coule que ce bonhomme aura pris pour du sang. Tout en disant cela, l'autre courait au galetas, où le suivit toute la compagnie. Et ils y trouvèrent Don Quichotte dans le plus étrange accoutrement du monde. Il n'avait que sa chemise, dont les pans n'étaient pas assez longs pour lui couvrir les cuisses, plus qu'à la moitié par devant, tandis que, par derrière, elle avait 6 doigts de moins. Ses jambes étaient longues, sèches, velues et de propreté douteuse. Il portait sur la tête un petit bonnet de couleur rouge qui avait longtemps ramassé la graisse sur celle de l'hôtelier. À son bras gauche était roulée cette couverture de lit à laquelle Sancho gardait rancune, pour des raisons à lui connues, et de la main droite il tenait une épée nue, avec laquelle il s'en allait frappant de tous côtés d'estoc et de taille, tout en prononçant des paroles comme s'il eût réellement combattu quelque géant ennemi. Le bon de l'affaire, c'est qu'il avait les yeux fermés, car il dormait, et c'était en dormant qu'il livrait bataille au géant. Son imagination avait été tellement frappée de l'aventure qu'il allait entreprendre, qu'elle lui fit rêver qu'il était arrivé au royaume de Micomicon, et qu'il se mesurait avec son ennemi. Aussi avait-il donné tant de coups d'épée dans les outres, croyant frapper le géant que toute la chambre était pleine de vin. Quand l'hôtelier vit ce dégât, il entra dans une telle fureur qu'il se jeta sur Don Quichotte, les poings fermés, et commença à son tour à lui donner tant de couronades que si Cardenio et le curé de Lustre ôtaient les mains, ils mettaient fin à la guerre du géant. Et cependant, malgré cette pluie de coups, le pauvre chevalier ne se réveillait pas. Il fallut que le barbier apportât depuis un grand chaudron d'eau froide, qu'il lui lança d'un seul jet sur le corps. Alors Don Quichotte s'éveilla, mais non toutefois si complètement qu'il s'aperçut de l'état où il était. Dorothée, qui le vit si légèrement et si court vêtu, ne voulut point entrer pour assister à la bataille entre son défenseur et son ennemi. Quant à Sancho, il marchait à 4 pattes, cherchant dans tous les coins la tête du géant. Et comme il ne la trouvait pas, « Je savais déjà bien, s'écria-t-il, que dans cette maudite maison tout est enchantement. L'autre fois, au même endroit où je me trouve à présent, on m'a roué de coups de poing et de coups de pied, sans que j'aie su qui me les donnait, et sans que j'aie pu voir personne. Et voilà que maintenant cette tête ne paraît pas, moi qui l'ai vue couper de mes propres yeux, si bien que le sang coulait du corps comme d'une fontaine. » « De quel sang, de quelle fontaine parles-tu, ennemi de Dieu et des saints ?» s'écria l'hôtelier. « Ne vois-tu pas, larron, que le sang et la fontaine ne sont autre chose que ces outres criblées de trous et le vin rouge qui nage dans la chambre? Puissé-je voir nager dans l'enfer l'âme de celui qui les a crevés? » « Je n'y entends plus rien, répondit Sancho. Tout ce que je sais, c'est que, faute de trouver cette tête, mon comté va se fondre comme le sel dans l'eau. Sancho était pire, éveillé, que son maître dormant dans les promesses de Don Quichotte qui lui avaient troublé la cervelle. L'hôtelier se désespérait en voyant le sang-froid de l'écuyer.
après les dégâts du Seigneur. Il jurait bien qu'il n'en serait pas cette fois-ci comme de l'autre, où ils étaient partis sans payer l'écho et que maintenant les privilèges de leur chevalerie ne leur serviraient à rien pour se dispenser de payer le tout à la fois, même les coutures et les rapiessages qu'il faudrait faire de peau de bouc. Le curé tenait par la main Don Quichotte, lequel, croyant qu'il avait achevé l'aventure et qu'il se trouvait en présence de la princesse Micomicona, se mit à genoux devant le curé et lui dit: de ce jour, votre grandeur, haute et charmante dame, peut vivre en sécurité, sans craindre aucun mal de cette créature mal née. Et de ce jour aussi, je suis quitte de la parole que je vous donnais, puisqu'avec l'aide de Dieu et la faveur de celle pour qui je vis et respire, je l'ai si heureusement accomplie. Ne l'avais-je pas dit, s'écria Sancho, dès qu'il entendit ces paroles. Hein, j'étais ivre, peut-être. Voyez, est-ce que mon maître n'a pas mis le géant dans le sel? Par Dieu, l'enfant est au monde, et mon comté est dans son moule. Qui n'aurait éclaté de rire à toutes les extravagances de cette paire de fous, maître et valet. Aussi tout le monde riait, sauf l'hôtelier, qui se donnait au diable. À la fin, tant firent le barbier, le curé et Cardenio, qu'ils parvinrent, non sans grand travail, à remettre en son lit Don Quichotte, qui se rendormit aussitôt, comme un homme accablé de fatigue. Ils le laissèrent dormir et revinrent sur le portail de l'hôtellerie. Consolé, Sancho pensa de ce qu'il n'avait pas trouvé la tête du géant. Mais il dure plus de peine encore à calmer l'hôte, désespéré de la mort subite de ses outres. L'hôtesse disait aussi, criant et gesticulant: ah, la malheur est entré chez moi, ce maudit chevalier errant qui me coûte si cher. L'autre fois, il s'en est allé emportant la dépense d'une nuit, soupe, lit, paille et orge, pour lui et son écuyer, un bidet et un âne, disant qu'il était chevalier aventurier. Dieu lui donne une mauvaise aventure à lui et à tous les aventuriers qui soient au monde. Qu'ainsi il n'était tenu à rien payer parce que c'était écrit dans les tarifs de sa chevalerie errante. Et voilà maintenant qu'à propos de lui, cet autre beau monsieur vient, qui m'emporte ma queue et me la rend diminuée de moitié, toute pelée qu'elle est, et qui ne peut plus servir à ce qu'en faisait mon mari. Puis pour couronner l'œuvre, il me crève mes outres et me répand mon vin. Que ne vois-je aussi répandre mon sang? Mais par les os de mon père et l'éternité de ma grand-mère, qu'il ne pense pas s'en aller cette fois sans me payer tout ce qu'il doit, un denier sur l'autre. Ou, par Dieu, je ne m'appellerai pas comme je m'appelle, et je ne serai pas la fille de qui m'a mise au monde. À ces propos, que débitait l'hôtesse, avec emportement, sa bonne servance Maritorne faisait écho. La fille seule ne disait rien et souriait de temps en temps. Enfin, le curé calma cette tempête en promettant de rembourser tout le dégât, tant les outres crevées que du vin répandu, et surtout le déchet de la queue, dont l'hôtesse faisait si grand bruit. Dorothée consola Sancho Panza en lui disant que, puisqu'il paraissait vrai que son maître avait coupé la tête au géant, elle lui promettait de lui donner, dès qu'elle se verrait pacifiquement rétablie dans son royaume, le meilleur comté qui s'y trouvât. Cette promesse consola Sancho, qui supplia la princesse de tenir pour certain qu'il avait vu la tête du géant, à telle enseigne qu'elle avait une barbe qui lui descendait jusqu'à la ceinture, et que, si on ne la retrouvait pas, c'est que tout se faisait dans cette maison par voie d'enchantement, comme il en avait fait l'épreuve à ses dépens la dernière fois qu'il l'avait logée. Dorothée répondit qu'elle n'avait pas de peine à le croire, qu'il cessa donc de s'affliger et que tout s'arrangerait à bouche que vêtue. La paix rétablie, et tout le monde content, le curé voulut achever le peu qu'il restait à lire de sa nouvelle. C'est ce que lui demandèrent Cardenio, Dorothée et le reste de la compagnie, voulant donc leur faire plaisir et satisfaire aussi celui qu'il trouvait à ses lectures. Il continua l'histoire en ces termes. Ce qui arriva de l'aventure, c'est qu'Anselme, rassuré désormais sur la vertu de sa femme, passait une vie heureuse et tranquille. Camille faisait avec attention mauvaise mine à l'hôtel, afin qu'Anselme comprît au rebours les sentiments qu'elle lui portait. Et pour accréditer la ruse de sa complice, Lothaire pria son ami de trouver bon qu'il ne revînt plus chez elle, parce qu'il voyait clairement le déplaisir qu'éprouvait Camille à sa vue. Mais toujours dupe, Anselme ne voulut aucunement y consentir, se faisant ainsi de mille façons l'artisan de son déshonneur, tandis qu'il croyait l'être de sa félicité. Cependant, Léonelle, dans la joie que lui donnaient ses amours de qualité, s'y livrait chaque jour avec moins de mesure, confiante en sa maîtresse, qui fermait les yeux sur ses déportements et prêtait même la main à cette intrigue. Une nuit, enfin, Anselme l'entendit marcher dans la chambre de Léonela et voulut entrer pour savoir qui faisait ce bruit. Il s'aperçut qu'on retenait la porte.
Irrité de cette résistance, il fit tant d'efforts qu'il parvint à ouvrir, et il entra justement lorsqu'un homme sautait par la fenêtre dans la rue. Anselme s'élança pour le saisir, ou du moins le reconnaître, mais il en fut empêché par Leonella qui, se jetant au-devant de lui, le tenait embrassé. Calmez-vous, monseigneur, disait-elle, ne faites pas de bruit, et ne suivez pas celui qui vient de s'échapper. Il le touche de près, et de si près, que c'est mon époux. Anselme ne voulut pas croire à cette défaite. Au contraire, transporté de fureur, il tira sa dague et fit mine d'en frapper Leonella en lui disant que si elle ne déclarait pas la vérité, il la tuait sur place. L'autre épouvantait, et ne sachant ce qu'elle disait. Oh, ne me tuez pas, Seigneur, s'écria-t-elle, je vous dirai des choses plus importantes que vous ne pourrez l'imaginer. Dites-les sur le champ, répondit Anselme, ou sinon tu es morte. À présent, ce serait impossible, reprit Leonella, tant je suis troublée. Mais laissez-moi jusqu'à demain et je vous apprendrai des choses qui vous étonneront. Et soyez assurés que celui qui a sauté par la fenêtre est un jeune homme de la ville qui m'a donné parole d'être mon mari. Ce peu de mots apaisèrent Anselme, qui voulut bien accorder le délai que demandait Leonella, ne pensant guère entendre des révélations contre Camille dont il ne pouvait plus suspecter la vertu. Il quitta la chambre où il laissa Leonella bien enfermée sous les clés, après lui avoir dit qu'elle ne sortirait plus, qu'il n'eût reçu les confidences qu'elle avait à lui faire. Puis il se rendit, en toute hâte, auprès de Camille, pour lui conter tout ce qu'il venait de lui arriver avec sa camériste, ajoutant qu'elle lui avait donné sa parole de lui révéler des choses de grande importance. Si Camille fut ou non troublée à ce coup inattendu, il est superflu de le dire. L'épouvante qu'elle ressentit fut telle, en s'imaginant, comme c'était à croire, que Leonella découvrirait à Anselme tout ce qu'elle savait de sa trahison, qu'elle ne se sentit même pas assez de courage pour attendre que ce soupçon fût confirmé. Cette nuit même, dès qu'elle crut qu'Anselme dormait, elle rassembla ses bijoux les plus précieux, prit quelque argent, puis, sans être entendue de personne, elle sortit de sa maison et courut chez le notaire. Arrivée là, elle lui conta ce qui venait de se passer et lui demanda de la mettre en lieu sûr ou de partir avec elle pour échapper tous deux au courroux d'Anselme. La confusion où la visite de Camille jeta le notaire fut si grande qu'il ne savait que répondre, ni moins encore quel parti prendre. Enfin, il proposa de conduire Camille dans un couvent dont sa sœur était abbesse. Camille y consentit et Lothaire, avec toute la célérité qu'exigeait la circonstance, conduisit sa complice à ce couvent, où il la laissa. Quant à lui, il s'éloigna sur le champ de la ville, sans avertir personne de son départ. Dès que le jour parut, Anselme, sans s'apercevoir que Camille n'était plus à ses côtés, se leva, pressé par le désir d'apprendre ce qu'avait à lui confier Leonella, et courut à la chambre où il l'avait enfermée. Il ouvrit, entra, mais ne trouva plus la camériste. Seulement des draps de lit noués à la fenêtre lui apprirent qu'elle s'était échappée par ce chemin. Il revint tristement raconter à Camille sa mésaventure. Et ne la trouvant plus, ni dans le lit, ni dans toute la maison, il resta stupéfait, anéanti. Vainement, il questionna tous les gens de sa maison. Personne ne put lui donner de ses nouvelles. Tandis qu'il cherchait Camille de chambre en chambre, le hasard fit qu'il s'aperçut que ses coffres étaient ouverts et que la plupart de ses bijoux ne s'y trouvaient plus. Alors la fatale vérité lui apparut tout entière, et ce ne fut plus Leonella qui l'accusa de son infortune. Sans s'achever même de se vêtir, il courut triste et pensif confier ses chagrins à son ami Lothaire. Mais ne le trouvant pas, et apprenant de ses domestiques qu'il était parti dans la nuit avec tout l'argent qu'il possédait, Anselme pensa perdre l'esprit. Pour achever de le rendre fou lorsqu'il revint chez lui, il ne trouva plus aucun des valets et des servantes qu'il y avait laissés. La maison était plus qu'abandonnée et déserte. Pour le coup, il ne sut plus que penser, ni que dire, ni que faire, et peu à peu, il sentait sa tête s'en aller. Il contemplait sa situation, et se voyait, en un instant, sans femme, sans amis, sans domestique, abandonné du ciel et de la nature entière, et par-dessus tout, déshonoré. Car dans la fuite de Camille, il vit bien sa perdition. Enfin, après une longue incertitude, il résolut d'aller à la maison de campagne de cet ami, chez lequel il avait passé le temps que lui-même avait donné pour la machination de son infortune. Il ferma les portes de sa maison, monta à cheval et se mit en route, pouvant à peine respirer. Mais il n'eut pas fait la moitié du chemin
qu'assailli et vaincu par ces tristes pensées, force lui fut de mettre pied à terre et d'attacher son cheval à un arbre au pied duquel il se laissa tomber en poussant de plaintifs et douloureux soupirs. Il resta là jusqu'à la chute du jour. Alors vint à passer un homme à cheval qui venait de la ville, et après l'avoir salué, Anselme lui demanda quelles nouvelles on disait à Florence. Les plus étranges, répondit le passant, qu'on y ait depuis longtemps entendu. On dit publiquement que Lothaire, cet intime ami d'Anselme le riche, qui demeure auprès de Saint-Jean, a enlevé cette nuit Camille, la femme d'Anselme, et que celui-ci a également disparu. C'est ce que m'a raconté une servante de Camille, que le gouverneur a trouvé hier soir, se glissant avec des draps de lit d'une fenêtre de la maison d'Anselme. Je ne sais pas exactement comment s'est passée l'affaire, mais je sais bien que toute la ville est étonnée d'un tel événement, car on ne pouvait guère l'attendre de l'étroite amitié qui unissait Anselme et Lothaire, si grande qu'on les appelait, dit-on, les deux amis. Savez-vous par hasard, demanda Anselme, quel chemin ont pris Lothaire et Camille? Pas le moins du monde, répondit le Florentin, bien que le gouverneur ait mis toute la diligence possible à découvrir leurs traces. Allez avec Dieu, Seigneur, reprit Anselme. Restez avec lui, répliqua le passant, et il piqua les deux. À de si terribles nouvelles, le pauvre Anselme fut sur le point de perdre non seulement l'esprit, mais encore la vie. Il se leva comme il put, et se traîna jusqu'à la maison de son ami qui ne savait point encore son malheur. Quand celui-ci le vit arriver pâle, effaré, tremblant, il le crut atteint de quelque mal dangereux. Anselme aussitôt pria qu'on le mît au lit, et qu'on lui donnât de quoi décrire. On s'empressa de faire ce qu'il demandait, puis on le laissa coucher et seul en sa chambre, dont il avait même exigé qu'on fermât les portes. Dès qu'il se sentit seul, la pensée de son infortune l'accabla de telle sorte qu'il reconnut clairement, aux angoisses mortelles qui brisaient son cœur, que la vie allait lui échapper. Voulant laisser une explication de sa mort prématurée, il se hâta de prendre la plume. Mais avant d'avoir écrit tout ce qu'il voulait, le souffle lui manqua, et il expira sous les coups de la douleur que lui avait causée son impudente curiosité. Le lendemain, voyant qu'il était tard et qu'Anselme n'appelait point, le maître de la maison se décida à entrer dans sa chambre pour savoir si son indisposition continuait. Il le trouva étendu, sans mouvement, la moitié du corps dans le lit et l'autre moitié sur le bureau, ayant devant lui un papier ouvert et tenant encore à la main la plume avec laquelle il avait écrit. Son hôte s'approcha, l'appela d'abord et, ne recevant point de réponse, le prit par la main, qu'il trouva froide, et reconnut enfin qu'il était mort. Surpris et désespéré, il appela les gens de sa maison pour qu'ils fussent témoins de la catastrophe. Finalement, il lut le papier qu'il reconnut bien écrit de la main d'Anselme et qui contenait ce peu de mots. Un sot et impertinent désir m'ôte la vie. Si la nouvelle de ma mort arrive aux oreilles de Camille, qu'elle sache que je lui pardonne. Elle n'était pas tenue de faire un miracle et je ne devais pas exiger d'elle qu'elle le fît. Ainsi, puisque j'étais moi-même l'artisan de mon déshonneur, il ne serait pas juste. Anselme n'en avait pas écrit davantage, ce qui fit voir qu'en cet endroit, sans pouvoir terminer sa phrase, il avait terminé sa vie. Le lendemain, son ami informa de sa mort les parents d'Anselme, lesquels savaient déjà son infortune. Il connaissait aussi le monastère où Camille était près de suivre son mari dans l'inévitable voyage, par suite des nouvelles qu'elle avait reçues. Non de l'époux mort, mais de l'ami absent. On dit bien que veuve, elle ne voulut pas quitter le monastère, mais qu'elle ne voulut pas davantage y faire ses vœux, jusqu'à ce que, peu de temps après, elle eut appris que Lothaire était tué dans une bataille que livra M. de Lautrec au grand capitaine Gonzalve de Cordoue, dans le royaume de Naples, où s'était rendu l'ami trop tard repentant. À cette nouvelle, Camille se fit religieuse et termina bientôt sa vie dans les regrets et les larmes. Telle fut la fin déplorable qu'eut pour tous trois un commencement insensé. Cette nouvelle, dit le curé, ne me semble pas mal, mais je ne puis me persuader qu'elle ait un fond véritable. Si c'est une invention, l'auteur a mal inventé, car on ne peut croire qu'il se trouve un mari assez sot pour faire une aussi périlleuse expérience que celle d'Anselme. Que l'aventure ait été supposée entre un galant et sa belle passe encore, mais entre mari et femme, elle a quelque chose d'impossible. Quant à la façon de raconter, j'en suis pas mécontent.